En moins de 3 ans, le Burkina Faso est devenu un chantier permanent. Pendant que les tirs résonnent encore aux marges, des routes urbaines se refont, des fossés se maçonnent et des campagnes de nettoyage deviennent régulières. Mais si ces gestes locaux s'additionnent, que signifie-t-il pour la souveraineté revendiquée par Ibrahim Traoré et pour ceux qui doivent vivre, travailler, se soigner ici? Derrière les slogans, des chiffres, des délais et des responsabilités apparaissent. Des kilomètres rénovés, des forums dans 13 régions et plus de 26 000 participants qui discutent de droits, de devoirs et d'un rôle civique. Ce récit ne promet pas une célébration sans nuance, mais une lecture structurée de ce qui est en train de se jouer. Il s'agit de comprendre comment des initiatives concrètes, pensées comme un tout cohérent, redéfinissent la relation entre l'État, les communautés et les ressources nationales. Le bénéfice attendu pour le lecteur est simple. En une vingtaine de minutes, disposer d'éléments clairs pour juger si ce modèle produit des effets durables ou seulement une accélération temporaire. L'enjeu dépasse la liste des projets visibles. Il touche à la capacité d'un pays du Sahel à transformer une situation de crise sécuritaire et économique en levier de mobilisation interne. Route, agriculture, santé, éducation ou sport ne sont pas présentés comme des secteurs isolés, mais comme des pièces d'un même mécanisme. La question centrale est donc celle du risque. Si ces efforts échouent, le coût politique et social sera élevé. S'ils tiennent, ils peuvent direct modifier la place du Burkina Faso dans la région et la perception de ce que signifie gouverner en période d'instabilité prolongée. La première surprise tient dans un décalage mesurable. Alors que l'État burkinabé faisait face à une pression sécuritaire continue, des indicateurs d'activité civile ont progressé en parallèle. Plus de 65 kilomètres de routes intérieures ont été rénovés dans la région de Ouagadougou et 26 000 citoyens ont participé directement à des forums civiques organisés dans les anciennes régions administratives. Cette coexistence entre conflit et reconstruction constitue le point de départ du changement observé sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce mouvement, il faut revenir aux choix stratégiques posés dès le début. Plutôt que de traiter la sécurité et le développement comme deux séquences séparées, les autorités ont cherché à les faire avancer simultanément. La logique était simple: sans implication directe des populations, aucune reconquête territoriale ni stabilisation durable n'est possible. Le développement n'a donc pas été présenté comme une aide descendante, mais comme un processus où chaque communauté devient actrice. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Elle visait moins à injecter de nouveaux budgets qu'à réorganiser l'existant. Mobilisation locale, appui technique ciblé et responsabilisation collective. Les villages n'étaient là plus seulement des bénéficiaires passifs attendant des allocations irrégulières, mais des unités capables de planifier, construire et entretenir des infrastructures de base. Routes secondaires, fossés de drainage en pierre, à campagnes de nettoyage ou de reboisement ont ainsi été réalisées par les habitants eux-mêmes, avec un encadrement minimal. Un microcas illustre cette dynamique. Dans plusieurs quartiers périphériques, des journées de travaux communautaires sont devenues régulières. Des habitants ont fourni du temps, d'autres des matériaux, certains simplement une présence organisée. L'impact immédiat était modeste: une route praticable, un espace assaini. L'effet cumulatif, en revanche, a modifié la perception du rôle civique et de la capacité collective à agir. Ce basculement de posture est essentiel pour saisir la suite. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction matérielle sert aussi de support à une reconstruction symbolique. Faire du citoyen un acteur central et non un spectateur des décisions étatiques
dans un pays longtemps marqué par l'attente et la dépendance. Pour saisir comment ces politiques se traduisent concrètement, il faut quitter les annonces nationales et regarder les premiers effets à hauteur d'homme. Le fil conducteur n'est pas un individu héroïsé, mais une figure récurrente, le citoyen mobilisé comme relais de l'action publique. Cette logique, encouragée au sommet de l'État, vise à créer des résultats visibles rapidement afin de maintenir l'adhésion dans un contexte de fatigue sociale prolongée. Un premier impact apparaît dans les zones urbaines et périurbaines. Des tronçons de voirie intérieure, longtemps négligés, ont été rénovés non par de grandes entreprises étrangères, mais par des équipes locales appuyées techniquement. Les habitants y voient un double signal, l'amélioration matérielle immédiate et la reconnaissance de leur rôle. Ce type de chantier réduit les déplacements difficiles, facilite l'accès au marché et renforce les échanges quotidiens, même sans transformer radicalement l'économie locale. Dans les campagnes, la dynamique est comparable. Des fossés de drainage construits collectivement limitent les inondations saisonnières, protégeant champs et habitations. Ces travaux n'ont rien de spectaculaire pris isolément, mais ils s'additionnent. Leur valeur tient moins dans leur coût que dans leur reproductibilité et leur appropriation par les communautés. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un catalyseur politique plutôt qu'un gestionnaire de détail. Son rôle consiste à fixer un cap, à légitimer la participation directe et à inscrire ces micro-actions dans un récit national plus large. L'impact précoce n'est donc pas seulement infrastructurel, il est psychologique et social, la perception que l'effort collectif peut produire des résultats tangibles, même dans un environnement instable. L'essentiel est là. Ces effets initiaux ne résolvent pas les crises structurelles, mais ils créent une base de confiance minimale sans laquelle aucune transformation plus profonde ne peut tenir. Avant, la plupart des initiatives publiques avançaient de manière fragmentée, dépendante de financements extérieurs irréguliers et d'une administration souvent perçue comme distante. Les projets démarraient, s'arrêtaient, puis reprenaient sans continuité claire. Après le changement de cap, la logique a été inversée. Concentrer l'effort sur plusieurs fronts à la fois, accepter une pression élevée à court terme et produire des effets visibles pour maintenir l'élan collectif. Cette bascule structure la séquence des décisions prises sous Ibrahim Traoré. La première étape a consisté à fixer des priorités explicites. L'agriculture, la santé, l'éducation, le sport et les infrastructures routières ont été désignés comme des piliers simultanés et non successifs. Ce choix a surpris car il allait à l'encontre d'une approche graduelle classique. Pourtant, l'objectif affiché était clair: empêcher qu'un secteur modernisé reste paralysé par la faiblesse des autres. Une production agricole accrue, par exemple, n'a de sens que si les routes existent, si la population est en bonne santé et si les jeunes sont formés pour transformer cette production. La phase suivante a été celle de la mobilisation. Plutôt que de centraliser l'exécution, l'État a encouragé une participation directe des communautés, soutenue par des apports matériels ciblés. Des tracteurs, des semences de subventionnés, des équipements médicaux ou scolaires ont été distribués avec des conditions précises d'usage et de responsabilité. Cette méthode visait à limiter les effets d'aubaine tout en accélérant la mise en œuvre. Chaque initiative devenait ainsi un test de discipline collective autant qu'un investissement matériel. Le moment de tension est apparu lorsque ces programmes ont commencé à se chevaucher. Des chantiers agricoles se déroulaient pendant que des centres de santé sortaient de terre, tandis que des écoles et des stades entraient en construction. La charge logistique était lourde, les risques d'échec élevés et les critiques n'ont pas manqué. Certains observateurs y voyaient une dispersion dangereuse des ressources dans un contexte déjà fragile. D'autres
redoutait que la communication prenne le pas sur la consolidation réelle. Pourtant, c'est précisément dans cette simultanéité que s'est jouée la cohérence du projet. Les routes nouvellement aménagées facilitaient l'acheminement des intrants agricoles. Les centres de santé réduisaient les déplacements coûteux vers la capitale. Les écoles et formations professionnelles retenaient les jeunes dans leur région d'origine. Le sport, enfin, servait de vecteur symbolique, renforçant un sentiment d'appartenance nationale dans une période marquée par l'incertitude. La séquence ne se conclut pas par une résolution définitive, mais par des répercussions durables. Les initiatives ne sont plus perçues comme des interventions isolées, mais comme les éléments d'un même enchaînement. Sous Ibrahim Traoré, l'événement clé n'est pas une réforme unique, mais la décision d'assumer une transformation à front multiple avec les risques et les effets d'entraînement que cela implique. Le cœur du débat bascule lorsque l'on quitte le registre narratif pour examiner des données concrètes. Le premier point de comparaison concerne les moyens agricoles mis à disposition. Avant ces initiatives, l'accès à la mécanisation et aux intrants restait limité et inégal, freinant toute montée en capacité. Après le lancement des programmes agricoles, 364 tracteurs ont été fournis pour labourer gratuitement les terres d'agriculteurs vulnérables, modifiant immédiatement l'échelle du travail possible. La différence est simple. Ce qui prenait des semaines à la main ou à l'aide d'outils rudimentaires peut désormais être réalisé en quelques jours. Le second indicateur porte sur les intrants stratégiques. Plus de 1000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées avec une subvention couvrant environ 90% de leur valeur, laissant aux producteurs une contribution symbolique. À cela s'ajoutent plus de 5000 tonnes d'engrais NPK, environ 3100 tonnes d'urée et 6000 tonnes de fertilisants organiques appliqués sur des sols appauvris par les années de conflit et de surexploitation. L'enjeu n'est pas seulement le volume, mais la rupture avec une dépendance totale aux importations et à l'aide ponctuelle au profit d'une relance productive interne. Un troisième ensemble de chiffres éclaire la transformation en aval. Dans le secteur risicole, 17 unités de transformation ont été équipées de machines de tri optique permettant d'atteindre des standards commerciaux plus élevés. Entre 2023 et 2025, plus de 47 000 tonnes de riz ont été traitées, dont 20 500 tonnes mises sur le marché et 2 800 tonnes intégrées aux réserves stratégiques. Les revenus générés par cette transformation ont atteint environ 6,9 milliards de FCFA, illustrant un changement de logique. La valeur ajoutée reste davantage sur le territoire national au lieu de se dissiper à l'exportation brute. Ces chiffres ne prennent leur sens qu'une fois reliés entre eux. La mécanisation accroît la production, les intrants stabilisent les rendements et la transformation industrielle capte la valeur. Pris isolément, chaque élément aurait un impact limité. Ensemble, ils dessinent un basculement progressif d'une agriculture de subsistance vers un levier économique structurant. Sous Ibrahim Traoré, cette articulation est présentée comme une question de souveraineté plus que de performance comptable. Il faut toutefois nuancer. Ces volumes restent insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins nationaux, et la durabilité dépendra de la maintenance des équipements, de la formation continue et de la stabilité sécuritaire. Mais la trajectoire est claire. Le passage d'un point de départ contraint à une dynamique mesurable. La question n'est donc plus de savoir si quelque chose a changé, mais si cette montée en puissance pourra être maintenue et étendue sans rupture. Les critiques les plus structurées de cette trajectoire reposent sur deux arguments principaux. Le premier affirme que la simultanéité des chantiers dilue les ressources d'un État déjà sous contrainte. Selon cette lecture, multiplier les fronts,
agriculture, santé, éducation, sport, route, accroît le risque d'inachèvement, de retard et de baisse de qualité. Dans un contexte sécuritaire instable, la priorité devrait être la stabilisation avant toute ambition de transformation globale. À défaut, les résultats visibles aujourd'hui pourraient se révéler fragiles demain. Le second argument met en cause la soutenabilité économique. Les subventions massives sur les semences, les engrais ou les équipements sont vues comme un effort difficilement reproductible à moyen terme. Sans croissance budgétaire suffisante ni investissement privé durable, ces programmes pourraient dépendre excessivement de la volonté politique du moment. Certains observateurs craignent ainsi un effet de plateau, une phase d'accélération initiale suivie d'un ralentissement brutal lorsque les marges financières se réduiront. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles correspondent à des échecs observés ailleurs dans la région. La réponse apportée par les autorités repose toutefois sur une logique différente. D'abord, la dispersion apparente est compensée par des interdépendances fonctionnelles. Les routes facilitent l'écoulement de la production agricole, la santé maintient la force de travail, l'éducation et la formation soutiennent la transformation locale. L'objectif n'est pas l'excellence immédiate de chaque secteur, mais la création d'un socle minimal cohérent. Ensuite, sur le plan financier, l'accent est mis sur la rétention de valeur. La transformation locale du riz, par exemple, génère des revenus internes qui n'existaient pas auparavant. Cette logique vise à réduire progressivement le besoin de subventions directes en renforçant des chaînes économiques nationales. Elle reste incomplète et comporte des risques, mais elle introduit un mécanisme d'auto-renforcement absent des modèles purement assistentiels. Enfin, la dimension politique joue un rôle central. Sous Ibrahim Traoré, la mobilisation citoyenne est présentée comme un multiplicateur de capacités. Lorsque des communautés participent à la construction, à l'entretien et à la gestion, le coût réel pour l'État diminue et l'appropriation augmente. Cette hypothèse n'est pas garantie, mais elle constitue le pari structurant de l'ensemble du projet. La contre-lecture ne nie donc pas les faiblesses. Elle affirme simplement que l'alternative, l'attente d'une stabilité parfaite avant d'agir, comporte elle aussi un coût élevé, souvent invisible mais durable. Le tournant apparaît lorsque l'on relie des programmes jusque-là perçus comme parallèles. L'agriculture ne vise plus seulement à nourrir, la santé ne sert plus uniquement à soigner, l'éducation ne se limite plus à transmettre des savoirs. Ensemble, ces politiques déforment un dispositif de stabilisation qui agit à la fois sur l'économie quotidienne, la cohésion sociale et la capacité de résistance aux chocs extérieurs. Ce changement de lecture modifie la compréhension du projet porté par Ibrahim Traoré. Les initiatives ne sont pas empilées au hasard, mais conçues comme des couches successives. L'alimentation réduit la vulnérabilité immédiate. Les centres de santé limitent les coûts catastrophiques pour les familles. L'école et la formation professionnelle retiennent les jeunes dans les territoires. Le sport, enfin, agit comme un ciment symbolique, créant des repères communs là où dominaient la fragmentation et le découragement. Cette articulation produit un effet souvent négligé. Elle réduit la dépendance à court terme vis-à-vis de l'extérieur sans rompre brutalement les liens existants. Chaque route praticable, chaque centre fonctionnel, chaque filière agricole mieux organisée diminue la nécessité de solutions d'urgence importées. La souveraineté cesse alors d'être un slogan abstrait pour devenir une capacité progressive à décider et à agir. La révélation tient donc moins dans une annonce spectaculaire que dans cette cohérence silencieuse. Le cœur du projet n'est pas la vitesse d'exécution, mais la création d'un système où les gains d'un secteur soutiennent les autres.
À mi-parcours, c'est cette logique d'ensemble qui distingue l'expérience en cours d'une simple accumulation de projets publics. Les effets les plus lisibles apparaissent lorsque l'on observe séparément les principaux groupes concernés, puis que l'on relie leur trajectoire. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate est une capacité d'action plus visible sur le territoire. Des routes secondaires rénovées, des centres de santé communautaires opérationnels et des infrastructures scolaires en construction réduisent la concentration excessive autour de la capitale. Cette présence matérielle renforce l'autorité publique sans recourir uniquement au registre sécuritaire. Sous Ibrahim Traoré, la légitimité se construit autant par la capacité à livrer des services que par le contrôle politique. Pour les entreprises locales, en particulier dans l'agriculture et la transformation, l'impact se mesure en opportunités nouvelles. La mécanisation et l'accès subventionné aux intrants augmentent les volumes disponibles, tandis que les unités de transformation retiennent une partie de la valeur ajoutée sur place. Le riz trié et conditionné localement, par exemple, alimente des circuits commerciaux nationaux plus structurés. Cela ne crée pas encore un tissu industriel dense, mais cela réduit la dépendance à l'exportation brute et ouvre des perspectives d'investissement progressif. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus diffuses, mais tout aussi déterminantes. La proximité des soins grâce aux centres de santé communautaires limite les déplacements coûteux et les ventes forcées de biens pour se faire soigner. L'amélioration des voies de circulation facilite l'accès aux marchés, aux écoles et aux services administratifs. La participation directe aux chantiers communautaires modifie également le rapport à l'État. L'action publique n'est plus perçue uniquement comme distante, mais comme un cadre dans lequel l'effort individuel peut s'inscrire. À l'échelle régionale, enfin, ces transformations pèsent sur l'image du pays. Un Burkina Faso capable d'assurer partiellement sa sécurité alimentaire, de former ses jeunes et d'organiser des événements sportifs sur des infrastructures modernes projette une image différente de celle d'un État uniquement en crise. Cette évolution n'efface ni les tensions sécuritaires ni les contraintes économiques, mais elle repositionne le pays comme un acteur cherchant à définir ses propres priorités. Ses conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent toutefois une dynamique où chaque groupe trouve un intérêt partiel à la continuité du projet. C'est dans cet alignement imparfait mais réel que réside l'un des principaux paris de la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré. À court et moyen terme, l'évolution de cette trajectoire peut être envisagée à travers trois scénarios distincts, chacun dépendant de facteurs politiques, sécuritaires et économiques. Le scénario de base repose sur une hypothèse de continuité prudente. Les programmes en cours se poursuivent à un rythme soutenu mais inégal selon les régions. Les chantiers agricoles et sanitaires déjà engagés arrivent à maturité partielle, tandis que de nouveaux projets avancent que plus lentement. Dans cette configuration, les gains actuels sont consolidés sans transformation radicale supplémentaire. Le Burkina Faso stabilise ses acquis, limite les reculs et maintient une dynamique interne suffisante pour éviter une dégradation sociale majeure. Le scénario optimiste suppose une amélioration relative du contexte sécuritaire et une montée en compétences progressive des acteurs locaux. Les infrastructures livrées commencent à produire des effets économiques plus visibles. La transformation agricole s'intensifie, générant davantage de revenus internes et réduisant la pression sur le budget public. Les centres de santé et les établissements éducatifs gagnent en efficacité grâce à un personnel mieux formé et mieux réparti. Dans ce cas, l'approche intégrée portée par Ibrahim Traoré renforce sa crédibilité,
tant auprès de la population que des partenaires régionaux, et ouvre la voie à des coopérations plus équilibrées. Le scénario le plus défavorable combine plusieurs risques. Une dégradation sécuritaire, des contraintes budgétaires accrues ou des problèmes de gouvernance peuvent ralentir, voire interrompre certains programmes. Les subventions deviennent plus difficiles à maintenir, la maintenance des infrastructures est retardée et la mobilisation citoyenne s'essouffle. Les initiatives restent visibles, mais leur impact réel diminue, nourrissant la frustration et le scepticisme. Dans ce contexte, la cohérence du projet est mise à l'épreuve et les résultats obtenus jusqu'alors peuvent perdre de leur portée. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils soulignent un point commun. La trajectoire dépend moins d'un projet isolé que de la capacité à maintenir un équilibre entre ambition, ressources et adhésion sociale. La recommandation centrale pour l'observateur est donc d'éviter une lecture binaire. Ni succès assuré, ni échec programmé, mais une expérience dont l'issue se jouera dans la gestion des contraintes plus que dans l'annonce de nouvelles initiatives. Pour le public qui observe cette trajectoire à distance, l'intérêt ne réside pas seulement dans les résultats immédiats, mais dans les mécanismes à l'œuvre. Pour les citoyens burkinabés, d'abord, ces politiques modifient des choix très concrets. L'accès plus proche aux soins réduit la nécessité de migrations sanitaires coûteuses. Des routes praticables toute l'année facilitent la vente de produits agricoles et l'accès à l'école. La formation professionnelle, lorsqu'elle est liée aux réalités locales, offre une alternative crédible à l'exode ou à l'inactivité prolongée. Pour les jeunes en particulier, l'effet est double. D'un côté, l'élargissement de l'offre éducative et sportive crée des trajectoires visibles à l'intérieur du pays. De l'autre, la responsabilisation civique attendue implique davantage d'efforts individuels et collectifs. Le message implicite est clair. L'État investit, mais attend une participation active en retour. Cette logique peut renforcer l'autonomie, mais elle peut aussi générer de la pression si les promesses tardent à se matérialiser pleinement. Pour les acteurs économiques locaux, la période actuelle représente une phase d'ajustement. Les producteurs agricoles, les transformateurs et les prestataires de services doivent apprendre à opérer dans un environnement où l'État joue un rôle structurant plus affirmé. Cela crée des opportunités, mais impose aussi des règles plus strictes en matière de responsabilité et de qualité. À terme, ceux qui s'adaptent peuvent bénéficier d'un marché intérieur plus dynamique, tandis que les autres risquent de rester en marge. Enfin, pour les observateurs régionaux et internationaux, l'expérience soulève une question plus large. Elle invite à reconsidérer l'idée selon laquelle la stabilisation doit précéder tout effort de développement. Le cas burkinabé suggère qu'une action simultanée, bien que risquée, peut produire des effets de résilience sociale. Comprendre cette logique permet au public d'aller au-delà des jugements rapides et d'évaluer les politiques non seulement par leurs intentions, mais par leurs effets réels sur la vie quotidienne. La logique de solution avancée repose sur une séquence opérationnelle plutôt que sur une promesse unique. La première étape consiste à sécuriser l'existant. Les infrastructures déjà livrées doivent être pleinement équipées, entretenues et dotées en personnel avant toute nouvelle extension. Dans les centres de santé communautaires, cela signifie prioriser le recrutement, la formation continue et la disponibilité des intrants médicaux afin d'éviter des bâtiments fonctionnels mais sous-utilisés. La deuxième étape vise la montée en compétences locales. Les programmes agricoles, éducatifs et sportifs dépendent de formateurs, de techniciens et de gestionnaires capables d'opérer sans assistance permanente. Le renforcement des capacités humaines est présenté
comme le multiplicateur central, car il conditionne la durabilité de tous les investissements matériels. Sans cette couche, la dépendance à l'État central resterait élevée. La troisième étape porte sur la captation et la rétention de valeur. La transformation locale des produits agricoles, l'organisation de compétitions sportives régionales et l'essor de services associés aux infrastructures routières et sanitaires doivent générer des revenus internes. Ces flux financiers sont destinés à réduire progressivement le poids des subventions directes et à financer la maintenance. Sous Ibrahim Traoré, cette logique est explicitement liée à la notion de souveraineté économique. Une quatrième étape, transversale, concerne la redevabilité. Chaque programme est assorti d'objectifs, de délais et d'indicateurs simples permettant un suivi public. Forums citoyens, médias nationaux et autorités locales jouent ici un rôle de contrôle social. L'idée n'est pas d'éliminer les erreurs, mais de les corriger rapidement avant qu'elles ne deviennent structurelles. Enfin, la cinquième étape repose sur la coordination intersectorielle. Les décisions en matière d'agriculture, de santé ou d'éducation sont évaluées à l'aune de leurs effets croisés. Cette approche vise à éviter les silos administratifs et à maintenir la cohérence du projet d'ensemble. Cette trajectoire ne garantit pas le succès, mais elle clarifie la méthode. Elle transforme une accumulation d'initiatives en un chemin lisible dont la crédibilité dépendra moins de nouvelles annonces que de l'exécution rigoureuse des étapes déjà engagées. Pour mesurer la portée de ce qui se joue, il faut revenir à une image déjà évoquée plus tôt, des routes modestes construites pierre après pierre par des habitants qui n'attendaient plus tout de l'extérieur. Ce motif traverse l'ensemble des initiatives. Derrière les centres de santé, les écoles, les champs mécanisés ou les stades en construction se dessine la même intention: replacer la population au cœur de l'État, non comme bénéficiaire passif, mais comme co-actrice du changement. Sous Ibrahim Traoré, cette approche cherche à transformer une habitude collective. Pendant longtemps, l'instabilité, l'aide extérieure et l'urgence permanente ont entretenu une logique d'attente. Le basculement proposé est plus discret mais plus exigeant. Chacun est appelé à contribuer, à entretenir, à protéger ce qui est construit. Cette exigence explique à la fois l'adhésion observée et les résistances persistantes. L'émotion ne vient donc pas d'un symbole unique, mais de l'accumulation de gestes ordinaires. Une route praticable en saison des pluies, un soin reçu à proximité, un jeune qui peut se former sans quitter sa région. Ces éléments ne font pas disparaître les menaces ni les contraintes, mais ils modifient le rapport au futur. Ils suggèrent que rester, participer et investir localement peut redevenir rationnel. La phrase clé qui résume ce moment tient en peu de mots: la souveraineté commence dans la vie quotidienne. C'est cette idée, plus que les chiffres ou les discours, qui structure l'héritage en construction et qui conditionnera la manière dont cette expérience sera jugée dans le temps. À ce stade, le tableau reste volontairement ouvert. Ce qui se dessine au Burkina Faso n'est ni un modèle clé en main ni une anomalie isolée, mais une tentative de recomposer les priorités d'un État sous contrainte. Les routes, les champs, les centres de santé, les écoles ou les stades ne sont que des supports matériels. Leur sens dépendra de la capacité collective à les faire durer, à les corriger et à les transmettre. C'est là que se joue la frontière entre un moment politique et une transformation plus profonde. Pour ceux qui regardent cette expérience de l'extérieur, la question dépasse le cas burkinabé. Elle interroge la manière dont des sociétés fragilisées peuvent articuler sécurité, développement et participation citoyenne sans attendre des conditions idéales. Elle oblige aussi à distinguer le jugement idéologique de l'observation factuelle
et à accepter qu'un processus puisse être à la fois imparfait et porteur de dynamiques nouvelles. Sous Ibrahim Traoré, cette trajectoire soulève donc une interrogation simple mais exigeante. À quelles conditions une souveraineté affirmée peut-elle se traduire en amélioration concrète et durable de la vie quotidienne? La réponse n'est pas figée. Elle se construira dans le temps, à travers les réussites, les erreurs et les ajustements successifs. La discussion reste ouverte. Quels éléments vous semblent les plus déterminants pour juger de cette expérience et lesquels mériteraient d'être observés plus attentivement dans les mois à venir?